Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Et évidemment, maintenant que tu as ta petite phrase d'introduction, tu veux la dire aussi, j'imagine. Salut les copains. Voilà. Comme ça, oui, il y a deux personnalités Deux très différentes. salles, deux ambiances. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler des cadrans de pierre dure dites ornementales. On va laisser Nicolas repartir sur le côté histoire de comment est née la pierre dure dans les cadrans de montre. Donc en gros, moi, c'est Père Castor, quoi. Et t'as le ton savoir. Il faut savoir qu'un cadran en pierre dure ou en pierre ornementale, c'est quand même, déjà c'est très difficile à travailler et ça possède une certaine épaisseur. Et en fait, les premiers qui vont être les meilleurs à faire des cadrans en pierre, c'est Piaget. Pourquoi? Parce qu'à la fin des années 50, il y a le mouvement extra plat 9P qui fait son apparition, mouvement mécanique et remontage manuel. Et en faisant un mouvement mécanique extra plat, on peut faire des montres d'une extrême finesse et donc on peut se permettre d'avoir un cadran assez épais. Donc c'est dans cette philosophie que, au cours des années 60, au milieu des années 60, on va avoir le développement des cadrans en pierre dure ou pierre ornementale, comme tu dis, et tu nous expliqueras par la suite pourquoi c'est important ce mot ornemental. Je sais, je parle beaucoup avec mes mains, je vais les mettre comme ça. Un jour, je vais lui attacher. Et ouais, bah écoute, pour l'instant, on fait un test. On fait un test, je les mets comme ça. Et j'en ai perdu mon fil. Et du coup, Piaget va développer une multitude de cadrans en pierre dure au milieu des années 60. On pense à l'œil de tigre, on pense à la malachite, À la turquoise, au lapis. Voilà, en gros, pour dire que les pionniers dans le milieu, c'était Piaget pour des questions de finesse. Évidemment, l'autre qui va arriver derrière et qui va aussi tout casser dans les années 70, c'est évidemment Rolex, avec comme terrain d'expression sa Datejust et surtout sa Day-Date, avec des pierres comme l'onyx, avec de l'obsidienne, avec de la jaspe ou du jaspe. Ça fonctionne. Avec de le jaspe. Et donc voilà, Rolex, vraiment dans les catalogues des années 70, je vous encourage à aller voir les photos, d'ailleurs on va vous en mettre dans cette vidéo, c'est vraiment des catalogues absolument somptueux avec des cadrans, avec des espèces de trames, de pierres ornementales dans les cadrans. Mais d'ailleurs, en plus, si on fait un parallèle sur les années 70, 70, si les Suisses nous écoutent, oui, c'était en plein boom de la Piaget Society. Et la Piaget Society, c'était ces socialites qui portaient ces montres absolument sublimes, aussi fines qu'élégantes, puisque au départ, Piaget faisait des montres du soir, était connu pour vendre des montres en couple, une pour elle, une pour lui. Et c'est vrai que quand on voit l'audace et l'exubérance des bijoux et des montres dans les années 60-70, on est évidemment sur la couleur. Ensuite, les cadrans en pierre dure, ils vont avoir, on va dire, une vie un peu plus compliquée. On se souvient évidemment, au cours des années 70, fin des années 70 et des années 80, on va avoir la crise du quartz. Et toutes ces montres mécaniques qui avaient ces magnifiques cadrans de pierre dure ou pierre ornementale vont commencer à disparaître, et en tout cas à être un peu boudées, on va dire. Ça, c'est un peu le moment triste des années 70 et des années 80. En revanche, avec le retour de la montre mécanique dans les années 90, et notamment, je pense à la Daytona avec ce cadran en sodalite bleu absolument magnifique. Et d'ailleurs, sur la Daytona, on va avoir davantage de cadrans en pierre. Et je fais une petite parenthèse, chez Piaget comme chez Rolex, pour les très bons clients, il y avait du sur-mesure, des créations spéciales qui sont arrivées en vente aux enchères et qui arrivent un peu tout le temps, avec des cadrans en pierre absolument somptueux, souvent des pièces uniques, parce que justement, c'était des clients spéciaux qui avaient le droit à des commandes spéciales. Tout ce que je veux dire, c'est que années 90, retour des cadrans en pierre dure. Et ensuite, alors là, dans les années 2000, toutes les marques vont un peu s'y mettre. Je pense à Bulgari, je pense à Chopard, et il y a bien d'autres noms que vous connaissez. Et en tout cas, voilà, le cadran en pierre dure revient timidement, mais il revient dans les années 2000. Et aujourd'hui, on assiste à un autre retour du cadran en pierre ornementale. Et ça, je sais que tu maîtrises le sujet un peu mieux que moi. Alors en effet, fast forward 20 ans plus tard, puisqu'on s'est arrêté aux années 2000, non pas qu'on n'a pas vu de pierre, mais il y en a eu beaucoup moins. Le Covid est arrivé. Et il y a eu une sorte d'appétence pour la couleur, mais toute industrie confondue. On l'a vu dans la mode, on l'a vu dans les bijoux, on l'a vu dans tout ce qui nous entoure, où on a passé quand même des mois tous en jogging bicouleur ou monocouleur. Pour toi. Je n'étais pas du tout en jogging, j'étais en Uggs, chacun son histoire. Tout ça pour dire qu'au sortir du Covid, on a vraiment vu de la couleur. Les gens voulaient sortir, les gens voulaient voir, les gens voulaient rire, il y avait une forme de gaieté. Évidemment, quand on pense gaieté, on pense couleur, on pense arc-en-ciel, on pense tout ça. Une des raisons pour laquelle, à mon sens, les cadrans en pierre dure, et la raison pour laquelle je mets l'accent sur la pierre ornementale et sur la définition d'ornementale, c'est que pour la parenthèse joaillerie, quand on parle de pierres précieuses qui sont uniquement 4 pierres, le diamant, le saphir, l'émeraude et le rubis.
Toutes les autres pierres de couleur, on les classe dans les pierres fines, puisque la notion de pierre semi-précieuse est passée interdite depuis février 2017. Et une fois qu'on sort de ces pierres fines, dites fines, on passe sur la pierre ornementale. Et quand on parle de la pierre ornementale, on fait un parallèle encore une fois aux ornements, où en fait ces pierres-là, comme le lapis, le turquoise, qui sont ces pierres dures finalement pas fastées, plutôt opaques, on les utilisait pour des sculptures, pour des murs, pour des décorations, d'où le côté ornement. Il y avait quelque chose de beaucoup moins précieux. Donc ça, c'est une des parenthèses sur lesquelles je voulais mettre l'accent. Le deuxième point sur le renouveau ou le retour de ces pierres ornementales dans les cadrans de montre, c'est qu'on a vu cette espèce de transformation et appétence pour l'horlogerie féminine, où on s'est dit tiens, ou en tout cas on s'est dit, les marques d'horlogerie se sont dit tiens, on va prendre un boîtier d'homme existant, on va le pimper pour la femme, on va lui mettre un petit cadran en nacre, des petits diamants autour de la lunette, tada, ça fait des chocs à pic. Sauf qu'on en a un peu tous ras-le-bol. Moi la première, évidemment, parce que je suis passionnée d'horlogerie, mais je pense que maintenant qu'on est passé sur les plus petits diamètres, la nacre et les diamants, on a voulu passer à autre chose. Quand on voit l'essor de ce qui se passe dans l'horlogerie vintage, quand on voit tout ce qui se passe dans les maisons de vente, et pour ça tu es encore plus calé que moi sur ce sujet, on voit qu'il y a un vrai retour au cadran de couleur, aussi bien au niveau de l'émail et de la laque, mais surtout au niveau de ces pierres-là. On voit notamment les manchettes Piaget dont on parlait, on voit notamment les montres Rolex dont on parlait, on voit certaines éditions, on n'a pas parlé de Corum, mais Corum a des pièces patrimoine absolument sublimes sur des pierres ornementales. Et aujourd'hui, on met tout ça dans un shaker et on se rend compte que, à plus forte raison aujourd'hui plutôt qu'hier, les hommes comme les femmes en sont de plus en plus fanats. Dernier point de l'argumentation du retour de ces pierres ornementales dans les cadrans, c'est qu'on a envie de sortir un petit peu du lapis qui, by the way, s'épuise. Il y a de moins en moins de gisements ou en tout cas de façons de sourcer le lapis qui devient de plus en plus rare. Et c'est pas un faux ou un tox comme le côté diamant où les mines sont vieillissantes et on trouve plus de diamants, mais toute la réserve est chez De Beers. La vérité, c'est qu'il y a de moins en moins de lapis puisqu'il n'y a plus de mines et qu'en fait, on est obligé de recycler, de trouver des lots ou des lapis qui sont de plus en plus rares, notamment quand on voit ces inclusions dorées dans le lapis. La malachite a toujours existé et existera toujours. L'œil de tigre, ça a ce côté un peu plus masculin, marron, ocre, assez sublime, extrêmement chatoyant et chaleureux. Et évidemment la turquoise, et ça on pourrait faire d'ailleurs un sujet plein sur la turquoise puisqu'il y a énormément de choses à raconter sur la turquoise, notamment le fait qu'il y a plus de 74 variétés de turquoise, et on est placé du plastic blue qui est donc cette turquoise, on va dire parfaitement parfaite, un peu chiante, mais bleu piscine que toutes les marques ont cultivé pendant très longtemps, et on voit maintenant l'arrivée d'un décadent turquoise nervuré. Donc d'autres variétés qu'on a pu voir chez Rolex notamment cette année, qu'on a pu voir chez Audemars il y a quelques mois au moment de l'introduction des nouvelles pièces. Tout ça pour dire qu'une fois ces 4 pierres utilisées, on voit une arrivée de nouvelles pierres, non pas parce qu'elles viennent d'arriver sur le marché, mais qu'elles commencent à être traitées différemment et de manière plus originale. Avec l'introduction de Biver cette année qui a présenté sa marque avec son fils, ils ont notamment choisi pour leurs 2 premières pièces la sodalite et l'obsidienne argentée. Il y a une vraie signification de pourquoi ils ont choisi ces pierres. L'approche est beaucoup plus holistique, spirituelle, en tout cas par rapport aux bienfaits et aux significations des pierres, très important. Mais on retrouve, comme celle que tu portes au poignet chez Piaget, de la météorite, on retrouve de la jaspe, on retrouve de l'aventurine verte. Il y a plein d'autres moyens d'expression. Toi, en tant qu'homme, tu vois cette arrivée de toutes ces nouvelles pierres, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce qui te plaît ? Moi, si tu veux, déjà, je vois que c'est plutôt le vintage et plein de marchands jeunes que je connais, d'ailleurs, à qui je pense qu'ils sont à Genève, qui ont véritablement ramené dans le scope de l'horlogerie à l'international ce goût pour les pierres dures. C'est-à-dire qu'on a véritablement, par les produits qui sont distribués par ces marchands-là, vraiment le goût pour des montres en or avec des cadrans en pierre dure et souvent des bracelets en or aussi. Et je dirais que du coup, les marques, voyant cette profusion de pièces arriver sur le marché, parce que du coup, il y en a un qui a commencé à en mettre, l'autre a commencé à en mettre, et puis on s'est dit, franchement, en fait, ces pièces-là, elles défoncent, elles tuent, pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est un cycle, c'est comme ça arrive. En tout cas, ce cycle, il est arrivé, et les marques ont juste écarté les oreilles, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, elles ont prêté l'oreille. Les ont ouvertes? Ouais, les ont ouvertes. Et ces marques ont commencé du coup à se réintéresser aux pierres.
et à remettre au goût du jour dans des boîtiers existants ou dans des nouvelles montres, des nouvelles créations, des cadrans en pierre dure. Mais est-ce que tu ne penses pas, mais ça c'est une vraie question ouverte, quand tu vois l'essor du sertissage, c'est-à-dire des lunettes de montres, on l'a vu dans un nombre incalculable de références chez Patek, on l'a vu chez Rolex avec le Rainbow qui au départ était un Rainbow de saphir, on s'était dit mais attends, un sertissage de pierres de couleur, aucun homme ne les porter, les rappeurs ont commencé à le porter, les Moyen-Orientaux ont commencé à le porter et finalement maintenant tout le monde le porte. Donc est-ce que tu ne penses pas qu'avec l'appétence des hommes pour les pierres qui finalement n'ont ni besoin d'être un asiatique, un rappeur ou un moyen-oriental peut justement sortir avec et je pense notamment à un collectionneur et un marchand français qui il n'y a pas si longtemps a acheté une pièce sertie de diamant, qui a du mal à l'assumer à Paris, on l'entend, mais qui fondamentalement adore cette pièce. Il se reconnaîtra s'il nous voit. Mais tout ça pour dire que toi aujourd'hui, est-ce que tu porterais une montre sertie? Tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait peut-être ce côté, on s'est dit, les montres bijoux et les montres avec des pierres sont réservées aux femmes. Et en vérité, même dans les années 70, comme c'est avec la Piaget Society, les hommes portaient déjà des pièces comme ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste l'objet est beau. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à ajouter. La pièce est belle, pourquoi un homme ne la porterait pas? C'est ça la vraie question. Donc moi, tous les jours, je mets une pièce sertie, et encore plus s'il y a des différences de couleurs dans les pierres. Après, une pièce sertie sur le bracelet, le boîtier, partout, pas forcément parce que je vais peut-être laisser ça au rappeur, tu vois. Mais on ne te demande pas de porter une millionnaire de Jacob. Complètement. D'ailleurs, c'est assez épais quand même. Mais on va dire vraiment le fait d'avoir des lunettes serties ou un détail, etc. Je trouve ça très joli. Les pierres, c'est pour tout le monde. Et franchement, je trouve que l'accord de l'or déjà avec les pierres est absolument somptueux. Après, en effet, peut-être un peu, parfois, pas montrer sa montre devant tout le monde parce qu'elle brille beaucoup. Oui, mais tu peux avoir une subtilité. Tout le monde a parlé de la puzzle de Rolex de cette année. Alors, on est d'accord, c'est pas une pierre avec une pierre dure puisque le cadran du boîtier est fait d'émail, comme tout le monde le sait. Mais la subtilité, c'est les index qui sont des baguettes de saphir multicolores où on a 12 couleurs d'index qui sont évidemment incrustées, serties, sans griffe puisqu'on ne voit pas le métal qui vient de tirer les pierres. On est déjà sur un premier pas vers ce qui se passe aujourd'hui. Et à défaut d'avoir une lunette sertie ou des index en diamant ou en pierre de couleur, finalement, c'est prendre le pas, l'espèce de tangente de dire on met un pas dans la pierre, mais on n'est pas encore sur du sertissage. Et finalement, c'est d'amener un côté exclusif et en même temps assez novateur et en même temps assumé de quelque chose de différent. Parce que la beauté d'un cadran de pierre ornementale, c'est qu'il n'y a jamais deux fois le même cadran. Évidemment, et puis il y a autre chose que je voudrais rajouter, c'est que peut-être qu'on s'emmerdait aussi un petit peu au bout d'un moment. Et c'est-à-dire qu'on a vu des montres, des couleurs de cadran dans tous les sens, des styles de montres qu'on connaît déjà. Et le fait de maintenant venir habiller ces montres-là avec vraiment des styles qui fracassent, c'est-à-dire avec des pierres de couleur, avec des sertissages dans tous les sens, des formes particulières, ça vient ajouter à quelque chose qui nous manquait en fait. Parce que ça vient casser un peu le côté plat que parfois on peut avoir en horlogerie, c'est normal, c'est quand même quelque chose qui existe depuis des siècles. Donc là, le fait d'avoir ce retour des pierres, ce retour j'entends des pierres précieuses pour le sertissage et des pierres ornementales sur les cadrans, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est une bouffée d'air. Le meilleur exemple est la Polo Cupé de chez Piaget avec son cadran en obsidienne bleue absolument sublime, rehaussé évidemment d'une ligne de saphir avec un traitement PVD noir en dessous qui vient obscurcir entre guillemets la couleur de la pierre, ce qui veut dire qu'on est sur un sertissage ultra subtil et en même temps on est sur une grande complication avec un cupé. On voit cette obsidienne finalement gravée et taillée pour laisser apparaître le cupé dans le cadran. On est sur une vraie pièce d'horlogerie avec un vrai savoir-faire, une édition limitée de 18 pièces pour la petite histoire parce que c'est très compliqué de trouver de l'obsidienne de cette couleur et en plus de la tailler comme ça. Et finalement aujourd'hui c'est une pièce absolument sublime qui aurait sa place dans n'importe quelle collection de collectionneurs. T'as raison, ou de passionnés d'horlogerie finalement. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Est-ce que aussi on n'a pas vu la naissance de cadrans en pierre cette année chez des marques, pas forcément horlogères, et je pense à Gucci. Gucci a fait un travail incroyable. Quand ils ont sorti leur collection Grip en 2019, qui était ce boîtier coussin en fait avec cette heure sautante, rétrograde, tu en parleras probablement mieux que moi. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est qu'évidemment ils ont fait une partie un peu plus haut de jeu où ils ont souligné une ligne de diamant baguette tout autour. Mais cette année, ils ont présenté des versions beaucoup plus puristes, beaucoup plus colorées et finalement straight to the point, puisqu'ils ont fait une version en chrysoprase et une version en jaspe rouge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était encore signé sous
Alessandro Michele qui a quitté la maison Gucci en novembre dernier, mais on retrouve vraiment tout le côté savoir-faire et sa passion pour la couleur, pour le travail de la matière, pour l'assemblage en fait d'une montre finalement avec un aspect ultra vintage, mais en même temps hyper mode, super contemporain et qui finalement sort en 2023 à Watches and Wonders. Et avec de la... Ouais, en effet, tu as raison, un côté très classique parfois dans le boîtier. Hyper classique. Avec ce travail de la pierre, ces petits détails sur le cadran, la présence d'un tourbillon qui est serti aussi sur un des modèles cette année, c'est vraiment une pièce qui est assez exceptionnelle. Pour en effet une marque qui n'est pas forcément dans l'horlogerie. Non, mais ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Alors après, on ne parlera pas de prix parce qu'on est évidemment sur des prix démesurés par rapport à une légitimité qui est Gucci a de la légitimité. En horlogerie, ils ont encore un peu de chemin à faire. Mais ils y viennent, et dans l'exécution du travail, ils le font hyper bien. Rien à dire. Et je prends un parallèle, c'est que Hermès, par exemple, personne n'y pensait auparavant. Ils ont fait un travail de fou. D'ailleurs, je vous remets l'article juste ici qui parle du développement d'Hermès horloger. Et aujourd'hui, Hermès, franchement, je prends des claques à chaque fois que je vais à Watches and Wonders et avant SIHH parce qu'ils bluffent toujours avec des pièces où il y a de la vraie créativité, leur vraie interprétation. Il y a une recherche de matière. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Hermès, cette année, ils ont présenté dans la collection Métiers d'art, on a sur le cadran, on a un fond en crin de cheval. Donc là, on n'est pas sur de la pierre ornementale, mais on est sur du crin de cheval. Viennent se rajouter 2 têtes de chevaux, évidemment, symbole iconique de la maison, sauf qu'on a l'impression que ces 2 têtes sont tressées en fil de soie. Sauf que ce n'est pas de la fil de soie, c'est de l'or. C'est de l'or gravé à la main, où en fait on a cette espèce de rendu texturé qui contraste complètement avec le crin de cheval, qui pourrait être d'ailleurs, soit dit en passant, une pierre dure, puisque tu vois évidemment la dureté du cadran, à quel point c'est juste, mais uniformément parfait. Et pourtant, on a un travail de la matière qui rend la pièce absolument extraordinaire. C'était le mot de la conclusion. Continuez les gars, vous êtes sur le bon chemin. Donc, en résumé, vive les pierres ornementales. On n'a pas parlé de la météorite, bon, on en parlera dans une autre vidéo. Toi, tu portes quoi là? Je porte une Extremely Piaget avec un cadran malachite. On a évidemment ce côté iconique de la pièce Piaget portée à l'époque par Jackie O, puisqu'elle c'était une des grandes ambassadrices de Piaget. Ce qui est intéressant, c'est le bracelet. Le bracelet est ce qu'on appelle le décor palace. Il faut savoir que Piaget a plus de 80 décors à son arc, à savoir le travail de la matière. Le décor palace était un décor qui a été inventé entre guillemets dans les années 60, qui était en fait un travail du métal où on venait strier à la main l'or pour donner de la texture, comme justement des fils de soie qui viennent se mêler les uns aux autres pour un bracelet en fait finalement ultra texturé, ultra féminin et juste sur un rendu qui est mais extraordinairement sublime. Et évidemment, j'ai la bague, mais ça, on en parlera dans notre... Tout en simplicité. Ce sera un autre sujet, en toute simplicité. Je suis toujours. très corporate aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. J'aime ça, son Piaget est une marque exceptionnelle. Voilà, c'était le mot de la fin, tout en malachite, en diamant et en bracelet texturé. Et en météorite. Et en météorite, évidemment. Et la météorite, elle est plus discrète. Elle vient de très très loin. C'est tout toi, la discrétion. C'est tout moi, exactement. Merci Éléonore. Merci Nicolas. À très bientôt. On se retrouve très très vite pour plein de vidéos. Exactement. Les rabilleuses, toujours plus fortes.